c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi choisir le moment des élections pour voir que l'espace civique ou civil est restreint? Pourtant, ces restrictions ont toujours fait l'objet de nos critiques dans l'opposition. On a vu des partis qui ont été empêchés de manifestations, empêchés de réunions, et c'est à ce moment-ci qu'ils surgissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir ok, mais comme c'est une chambre de l'ONU qui est en charge des droits de l'homme, mais on a aussi vu une convention qui a été signée récemment par l'État et les Nations Unies pour ces élections. On s'est posé des questions sur le contenu de cette convention, sur l'opportunité de cette convention, et on s'est dit, mais qu'est-ce que l'ONU vient chercher à cette élection? On a rarement vu, je ne me souviens pas, je parle sur le contrôle de ceux qui sont en politique avant moi, une convention entre l'ONU et le Cameroun à la veille d'une élection au Cameroun. Bon, alors moi je me pose des questions, je pose toutes ces questions pour qu'on essaye d'entrer dans le fond du sujet, pour se dire en fait que pour moi, c'est une simple mascarade et des complicités qui sont établies entre le pouvoir en place et les Nations Unies afin de légitimer et de valider sur le plan international la mascarade qui s'apprête pour octobre prochain. Une mascarade et l'ONU est si critique? Ben, quand je dis mascarade, on a bien vu ce qui s'est passé à l'ECAM, on a vu ce qui s'est passé devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi est-ce que cette Chambre des Nations Unies pour les droits de l'homme n'est pas intervenue? Elle n'est pas intervenue. Pourtant, là aussi, il y a eu des graves atteintes aux droits. La participation à une élection est un droit, surtout quand un dossier est clair, quand un dossier a été bien monté et qu'il ne souffre de rien du tout. On a vu ces falsifications qui ont été faites par le ministère sur son propre site, afin d'invalider une candidature. Pourquoi est-ce que ces Nations Unies ne sont pas intervenues pour dire non, allô? Non, ils ne sont pas intervenus. Alors vous voyez que, et quand ils disent que les restrictions, mais les restrictions, pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent pas ces gens-là qui font justement l'objet des restrictions depuis des années? Donc voilà les questions que moi je me pose, vous dire en fait que c'est une mascarade et qu'on voudrait peut-être nous faire croire que l'ONU est du côté de l'opposition en septembre 2025, la veille des élections, et que lorsqu'il faudra valider la mascarade du 12 octobre prochain, qu'on dise effectivement que l'ONU était du côté de l'opposition et que malgré cela, peut-être que le pouvoir en place a réussi quand même à faire passer son pion. À quel niveau? Oui, il nous a eu. Pouvons-nous dire à la main sur le cœur qu'on aura finalement une coalition pour cette élection du 12 octobre? Je voudrais d'abord remarquer que selon ce qui a été fait comme analyse, l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti politique. C'est une élection d'individus, de candidats. Et là, je suis d'accord avec un analyste qui parlait des qualités du candidat, intégrité et tout ce qu'il a cité. Vous voyez? Alors, qu'on dise que l'univers ne pèse pas, c'est pas ça le débat. C'est le candidat qui intéresse le peuple camerounais à l'élection présidentielle. Alors, c'est pour ça que moi j'ai accepté votre thème. Non pas pour venir brouiller le message de ceux qui sont en scène pour l'élection présidentielle, parce que j'estime que c'est malsain. J'estime que c'est malsain. Si nous voulons vraiment le changement, que ce soit ceux du parti au pouvoir, que ce soit qui ne l'avouent pas, que ce soit ceux de l'opposition, nous devons laisser ces gens. Vraiment des noms d'oiseaux que j'ai entendus sur tout ça, vraiment, c'est pas sérieux. J'estime, excusez-moi le terme, c'est pas sérieux. J'estime qu'un minimum de caractère républicain et de santé psychologique voudrait que nous laissions ces gens travailler. Je crois que nous voulons le changement. Si nous voulons, alors, si je continue dans celui des candidats sur cette coalition, votre thème c'est que peu l'improbable. C'est pour ça que la deuxième raison que j'ai encore accepté votre thème, pour laquelle l'improbable, ça veut dire que vous n'avez pas dit qu'il y a déjà une coalition ou bien qu'il y a des négociations. Probable veut dire que peut-être qu'il y en aurait. Tout à fait. Mais au cas où elle arrive, est-ce que cela est possible? Ou est-ce qu'on peut y arriver? C'est pour ça que moi j'accepte ce thème. Donc, je crois que nous sommes dans une logique où nous voulons le changement et il y a des individualités. Maintenant, j'ai suivi aussi un réquisitoire promo pour un candidat à Kérémouna.
je voudrais quand même, quand je faisais la petite histoire des candidats, je me suis abstenu d'entrer en profondeur sur le candidat Akere, parce que j'aime toujours dire, dans ma petite expérience professionnelle, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas des choses sur vous qu'on n'en sait rien. Donc de dire que quelqu'un est propre, qu'il est ci, et que c'est les autres qui sont ci, qui sont ça, et dire que parmi les quatre, il est le... Non, faites attention. Je pense même que si on sortait peut-être ce que le peuple ne connaît pas sur lui, peut-être qu'on regardait les trois autres comme des anges. Allez-y, Valère. Donc je suis dans la logique. Je suis dans la logique, puisque le peuple a adoubé l'évêque de Yagua, qui disait que même si c'est le diable, on prend d'abord. Qui t'a dit que le peuple Donc, si nous sommes dans cette logique, il faut que l'on comprenne qu'on laisse les candidats travailler. L'idée de coalition ou de candidat consensuel est une idée simple. Ils travaillent tous, ils engagent leur campagne, je crois le 27 ou le 28 septembre, ils ont 15 jours, 3 ou 4 jours avant l'élection, peut-être d'autres vont accepter de reculer, et puis fusionner avec d'autres. Et là, on aura peut-être notre coalition, ou on aura peut-être notre candidat consensuel, ou un ou deux candidats consensuels. Ce qui est le plus important, c'est qu'on les laisse travailler et qu'on ne brouille pas le message. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, monsieur Aïssi, c'est que lorsque j'ai fait la petite historique, Oui. je voulais en fait au fond, et là je continue dans cette logique pour dire que les candidats de la table, parce que je préfère, vous m'avez résumé parfaitement, les candidats de la table, pour dire qu'en fait, au-delà de leur âge que j'ai évoqué, pour dire que la jeunesse était écartée, mais il y a que candidat de la table n'est pas toujours péjoratif. Candidat de la table veut dire en fait qu'ils connaissent encore beaucoup mieux Paul Biya que les tout autres. Parce que Bello, Issa, ils le connaissent depuis Aïdjo, ils ont travaillé avec lui. Akere même d'ailleurs aussi, depuis Aïdjo, étant jeune sous son père. Et puis, Maurice Kamto qui a travaillé dans les années 90, qui a travaillé à la suite dans l'affaire Bakassi, qui a travaillé comme ministre. Donc ils connaissent Paul Biya. Donc les candidats de la table, certainement, et là, Blériot a dit quelque chose, qu'il y a peut-être un risque à penser qu'ils sont peut-être sortis, du moins les trois premiers, ou les deux premiers sont sortis, peut-être pour venir brouiller le message de l'opposition. Peut-être aussi, accordons-leur ce bénéfice du doute, et moi je reste dans le bénéfice du doute, puisque nous sommes dans cette logique, ils sont sortis peut-être parce qu'ils connaissent ce monsieur mieux que nous tous, et ils sont peut-être les plus à même à dire aux autres de l'opposition, touchons par là. Vous comprenez? La dernière chose que je veux dire, je sors par là, Oui. c'est que moi par contre, c'est peut-être la critique que je vais faire. Et je suis désolé de le faire. J'ai comme l'impression qu'ils font vraiment leur campagne sur les essences politiques du passé. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des changements sur le terrain, de la modernité même de la campagne, de la modernisation même du peuple camerounais, ou de l'électeur, la modernisation de l'électeur. Moi, j'ai vu, par exemple, les nés Bello, que ce soit les nés Tiroma, j'ai vu, c'est vrai, ils comptent d'abord sur leur bastion politique, c'est-à-dire le Grand Nord, leurs militants, c'est vrai, ils ont vraiment une bonne population politique militante. Mais j'ai comme l'impression qu'ils partent du fait qu'étant déjà très populaires et très connus dans le septentrion, ça va peut-être faire tache d'huile dans le reste du pays, avec ce genre de choses. Alors c'est pour ça que j'ai pensé, et quand je vous ai donné les chiffres des âges, pour vous dire qu'il aurait été mieux pour eux d'associer de nouveaux visages. Des visages qui sont représentatifs de la nouvelle génération et qui peuvent donc les aider à capter non seulement cette jeunesse du septentrion, qui peut-être aussi a des soupçons, comme beaucoup en ont sur eux, qui a des doutes, mais aussi la jeunesse et l'autre peuple des 7 autres régions, qui se posent les mêmes questions qu'eux. Parce qu'en fait, on ne peut pas évoluer avec peut-être des méthodes de 2011, je ne sais même pas s'ils étaient aux élections en 2011, ou les méthodes de 92 et 96, et penser qu'on peut encore gagner l'élection comme cela en 2025. Donc il faudrait peut-être qu'ils changent, et je crois qu'ils ont encore plus d'un mois pour rattraper cette affaire-là. Ce n'est qu'un conseil, hein, c'est une critique conseil que je fais. Quand on entend l'analyse de Valère Bessala sur le rôle de l'ONU dans le processus électoral au Cameroun, il est difficile de rester indifférent. Ses propos sont forts, accusateurs, et il pose une question fondamentale. Peut-on encore croire à une élection réellement transparente et crédible dans notre pays? Cette déclaration choque, mais elle mérite surtout une réflexion critique. Beaucoup de citoyens se sentent déjà exclus du processus, et lorsque l'ONU apparaît sur la scène électorale à travers une convention signée avec Elecam, cela ne fait qu'augmenter les doutes. On a l'impression que l'institution internationale vient cautionner un système dont les failles sont connues de tous. Ce que Valère Bessala pointe du doigt, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle. La restriction des libertés publiques, les blocages arbitraires de certains partis et les disqualifications jugées injustes de candidats crédibles.
Ces faits sont documentés depuis des années et il est difficile de nier qu'ils existent. Alors pourquoi l'ONU choisit-elle de s'exprimer surtout en période électorale? C'est là une interrogation légitime. Car si le rôle d'une organisation internationale est de protéger les droits humains et de défendre la démocratie, pourquoi n'a-t-elle pas réagi plus tôt, au moment où certains candidats voyaient leur dossier rejeté sans raison claire? Pourquoi attendre la veille d'un scrutin majeur pour se manifester? Il faut reconnaître que cette attitude crée une suspicion. Beaucoup de citoyens pensent que cette intervention tardive n'est pas innocente. Si réellement l'ONU voulait renforcer la démocratie, elle aurait pu agir dès le départ, au moment où les signes d'injustice et d'inégalités électorales étaient déjà visibles. Mais en agissant ainsi, à quelques semaines des élections, elle donne l'image d'une institution qui joue un rôle de façade. On peut comprendre que certains, comme Valère Bessala, parlent de « mascarade ». Ce mot est fort, mais il reflète un sentiment populaire. Car au-delà des débats télévisés, ce que vivent les citoyens sur le terrain est encore plus parlant. Les rassemblements politiques de l'opposition sont souvent interdits ou perturbés, alors que ceux du parti au pouvoir bénéficient de toutes les facilités. Les médias publics ne donnent pas la même visibilité à tous les candidats et la confiance dans les institutions électorales reste faible. Dans un tel contexte, comment croire à un processus juste? Le cas de Maurice Kamto est ici emblématique. Beaucoup estiment qu'il représentait une alternative crédible, capable de rassembler une large partie de la population. Son éviction en 2018 à travers une décision du Conseil constitutionnel avait déjà provoqué une grande frustration. Aujourd'hui encore, son nom revient comme une référence de ce que pourrait être une véritable opposition organisée. Lorsque Valère Bessala affirme que Kamto faisait peur au gouvernement, ce n'est pas une exagération. Il suffit de regarder l'ampleur de son soutien populaire pour comprendre que sa candidature représentait un défi réel pour le régime en place. Il ne s'agit pas ici de prendre parti pour un candidat ou un autre, mais d'analyser objectivement les faits. La crédibilité d'une élection repose sur l'égalité des chances entre tous les participants. Or, lorsque certains candidats sont arbitrairement exclus et que d'autres bénéficient de privilèges évidents, le jeu est faussé. C'est ce déséquilibre que dénonce Valère Bessala, et c'est ce déséquilibre que beaucoup de citoyens ressentent au quotidien. À ce stade, il est important de souligner que la critique du rôle de l'ONU ne signifie pas un rejet total de l'organisation. L'ONU a joué un rôle positif dans plusieurs pays en accompagnant des processus démocratiques fragiles. Mais dans le cas présent, sa présence soulève des questions plutôt que des réponses. Pourquoi signer une convention avec ELECAM, une institution dont la neutralité est contestée par une large partie de la population? Pourquoi légitimer un cadre électoral que de nombreux observateurs jugent biaisé? Ces questions méritent d'être posées, et c'est là que le débat devient essentiel. Car ce n'est pas seulement une affaire de partis politiques ou de leaders individuels. C'est une question qui concerne l'avenir de toute une nation. Le peuple camerounais mérite des élections où chaque voix compte, où chaque candidat crédible peut se présenter sans obstacle arbitraire, et où le résultat reflète réellement la volonté populaire. Tant que ce ne sera pas le cas, les doutes persisteront et les appels au changement resteront forts. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la dénonciation de cette mascarade n'est pas un simple slogan politique. C'est l'expression d'un ras-le-bol collectif. Les Camerounais sont fatigués des promesses non tenues, des réformes qui n'aboutissent jamais et d'un système qui semble verrouillé pour empêcher toute alternance réelle. Dans ce contexte, chaque action internationale est scrutée avec attention et chaque signe de complicité perçu avec le pouvoir en place provoque une méfiance accrue. Il serait injuste de ne pas reconnaître qu'il existe encore des marges d'espoir. Les débats publics, même lorsqu'ils sont tendus, permettent de faire circuler les idées et de réveiller les consciences. Les critiques, comme celles formulées par Valère Bessala, rappellent que le peuple n'est pas dupe et qu'il observe attentivement ce qui se passe. C'est aussi à travers ce type de discussion que la société civile peut se renforcer et exiger plus de transparence. C'est pourquoi il est crucial que chacun prenne part à cette réflexion. Vous qui lisez ce commentaire, vous avez aussi un rôle à jouer. La démocratie ne peut pas s'imposer uniquement par le haut, elle se construit aussi par l'engagement citoyen. Je vous invite donc à partager vos avis en commentaire. Que pensez-vous du rôle de l'ONU dans ce processus électoral? Croyez-vous que cette convention avec ELECAM peut réellement renforcer la crédibilité des élections, ou pensez-vous comme Valère Bessala qu'il s'agit d'une simple façade destinée à légitimer le pouvoir en place? Votre opinion compte. C'est en échangeant, en débattant et en partageant nos analyses que nous pouvons contribuer à une prise de conscience collective.
Et si vous trouvez ce débat important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Plus nous serons nombreux à en parler, plus il sera difficile d'ignorer les préoccupations légitimes du peuple camerounais. Car au fond, ce n'est pas seulement une affaire de politique. C'est une question de justice, de dignité et d'avenir. Le Cameroun mérite mieux que des élections contestées. Le peuple mérite de choisir librement ses dirigeants, sans manipulation ni pression extérieure ou intérieure. C'est ce combat pour la vérité et la transparence que nous devons porter ensemble. En poursuivant l'analyse de cette intervention, il faut aussi prendre en compte un point central que Valère Bessala soulève indirectement, la confiance entre le peuple et ses institutions. Lorsqu'une grande partie de la population doute de l'impartialité des l'ECAM ou du Conseil constitutionnel, il devient très difficile de croire que le scrutin peut être équitable. La signature d'une convention entre ces institutions et l'ONU n'efface pas ces doutes. Au contraire, elle peut donner l'impression que l'international vient couvrir ou justifier un système qui, aux yeux de beaucoup, est déjà biaisé. Ce problème de confiance n'est pas un détail. Dans toute démocratie, la confiance est la base. Si les électeurs pensent que leur voix ne sera pas comptée correctement, beaucoup se découragent et s'abstiennent. Cela crée un cercle vicieux, moins de participation, plus de place pour les manipulations et au final, une légitimité encore plus faible pour les élus. C'est pourquoi la question soulevée par Valère Bessala est si importante. Ce n'est pas seulement une critique ponctuelle, c'est un avertissement sur l'état général de la démocratie au Cameroun. Un autre aspect qui mérite une attention particulière, c'est la question des coalitions. Dans le débat, l'idée d'un candidat consensuel ou d'une coalition de l'opposition a été évoquée. Ce sujet revient à chaque élection, car beaucoup pensent que seule l'union des forces alternatives peut réellement créer un rapport de force face au parti au pouvoir. Mais, comme le rappelle Valère Bessala, l'élection présidentielle est avant tout une affaire d'individus. Chaque candidat représente une personnalité, un parcours, une histoire. Et c'est souvent cette individualité qui attire ou non la confiance des électeurs. Là encore, on touche à un problème de fond. L'opposition camerounaise souffre de divisions internes qui l'empêchent souvent de parler d'une seule voix. Ces divisions ne sont pas seulement idéologiques, elles sont aussi stratégiques et parfois personnelles. Beaucoup de citoyens estiment que si une véritable coalition avait été mise en place, les chances de victoire auraient été beaucoup plus élevées. Mais dans la réalité, chacun veut porter son projet, chacun veut être reconnu comme le leader, et cela fragilise le camp de l'opposition. Il est intéressant de noter que certains analystes dans le débat rappellent que les candidats en lice connaissent bien le président en place, Paul Biya. Ce détail peut sembler anecdotique, mais il révèle en fait une vérité plus profonde. Une grande partie de la classe politique actuelle est issue du même système qu'elle prétend combattre. Beaucoup de figures de l'opposition ont, à un moment ou à un autre, travaillé avec le pouvoir. Cela crée un mélange d'expérience et de méfiance. Expérience, parce qu'ils connaissent les rouages de l'État, méfiance, parce que certains citoyens se demandent si ces opposants sont vraiment différents ou s'ils ne risquent pas de reproduire les mêmes méthodes une fois au pouvoir. Un autre point crucial évoqué dans ce débat est la modernisation de la campagne politique. Valère Bessala critique le fait que certains candidats continuent de s'appuyer uniquement sur leurs bastions régionaux et sur des méthodes de mobilisation anciennes. Il a raison de rappeler que le Cameroun de 2025 n'est pas celui de 1992. La jeunesse, en particulier, est plus connectée, plus exigeante et plus consciente de ses droits. Elle ne se laisse plus convaincre par les mêmes slogans qu'il y a 30 ans. Cela veut dire que les stratégies électorales doivent évoluer. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle central. Les idées circulent plus vite, les scandales éclatent plus facilement et les citoyens comparent les candidats non seulement sur leur discours, mais aussi sur leur cohérence et leur transparence. Les jeunes veulent voir des visages nouveaux, des idées modernes et des solutions concrètes aux problèmes du quotidien, chômage, éducation, santé, justice sociale. Si les candidats ne comprennent pas cela, ils risquent de rester déconnectés de la réalité et de perdre une partie importante de l'électorat. Ce constat devrait amener chacun à réfléchir. Est-ce que le système politique actuel permet vraiment l'émergence de nouveaux visages? Est-ce que les jeunes ont la possibilité de se présenter, d'être visibles et de se faire entendre? Ou est-ce que tout est verrouillé pour maintenir les mêmes figures depuis des décennies? Là encore, on touche à la question de la mascarade. Car si le processus électoral est organisé de telle manière qu'il écarte la nouveauté et bloque le renouvellement, alors il devient une simple formalité destinée à maintenir un ordre déjà établi. Mais malgré ce tableau préoccupant, il existe toujours une part d'espoir.
Cet espoir repose sur la conscience citoyenne. Plus les Camerounais débattent, critiquent et analysent, plus ils construisent une culture politique solide. C'est en posant des questions, en dénonçant les injustices et en demandant des comptes que le peuple peut faire pression pour des réformes réelles. C'est pourquoi les propos comme ceux de Valère Bessala ne doivent pas être pris à la légère. Même si certains les trouvent exagérés, ils obligent chacun à réfléchir et à se positionner. Vous qui lisez ces lignes, vous avez un rôle important. Laissez votre avis en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de la situation. Est-ce que la modernisation des campagnes électorales est suffisante? Est-ce que les opposants devraient mieux s'unir? Est-ce que l'ONU a encore la capacité d'aider réellement à renforcer la démocratie au Cameroun? Ces questions sont cruciales et c'est en discutant ouvertement que nous pouvons contribuer à éveiller les consciences. Et surtout, si vous trouvez cette analyse pertinente, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains débats. Plus nous serons nombreux à échanger, plus notre voix collective aura du poids. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, car il est essentiel que le plus grand nombre de personnes prennent conscience des enjeux actuels. Revenons sur un point sensible du débat, la disqualification des candidats jugés crédibles. Ce phénomène, déjà observé par le passé, pose un vrai problème de légitimité. Car une élection sans concurrence réelle n'a pas de valeur. C'est comme un match où l'arbitre expulse certains joueurs avant même le coup d'envoi. Dans ces conditions, le résultat est connu d'avance et la compétition perd son sens. Beaucoup de citoyens camerounais voient ces exclusions comme une stratégie pour neutraliser les opposants les plus dangereux pour le pouvoir. Et quand une institution internationale comme l'ONU reste silencieuse face à ces injustices, la frustration augmente encore plus. L'un des points les plus percutants de l'intervention de Valère Bessala est sa remarque sur la peur que Maurice Kamto inspirait au gouvernement. Cette phrase en dit long. Dans un système où les dirigeants sont réellement sûrs de leur popularité, pourquoi avoir peur d'un adversaire? Pourquoi chercher à l'écarter plutôt que de l'affronter dans les urnes? La peur du pouvoir face à certains candidats crédibles est une preuve indirecte que la démocratie ne fonctionne pas pleinement. Ce constat nous ramène à une vérité simple, une élection n'a de valeur que si elle permet au peuple de choisir librement entre plusieurs alternatives réelles. Si ce choix est réduit artificiellement, alors l'élection devient une simple formalité administrative.